Donc, ce soir, je suis là pour vous parler d'un site remarquable qui se trouve très près de Sorèze, qui se trouve du côté d'Arfon, qui est sur la commune de Sorèze. Il s'agit du site de Saint-Jean de Bezaucelles. Alors, ce site est bipolaire, c'est-à-dire qu'il est intéressant sur deux points de vue. D'abord pour la chapelle et pour l'arbre. On m'a dit d'intervenir ici sur l'arbre, mais l'arbre, vous le verrez, j'en parle un petit peu en fin du diaporama. Je vais parler aussi de la chapelle, qui est très importante, qui est très intéressante sur le plan archéologique. Donc ici, nous sommes à Sorèze. Sorèze, je sais que c'est un lieu de culture et patrimonial très important. Elle se situe dans l'espace des sources du canal du Midi. Et ici, à Sorèze, on a voulu prendre notre slogan qui est d'être source du savoir. Sorèze, c'est la cité des 4 saisons, printemps, été, automne, hiver, avec un patrimoine absolument formidable. Donc nous allons parler de la chapelle et de l'être de Saint-Jean. Il y a de nombreux sites classés sur Sorèze. Des sites monuments historiques, je dis au pluriel, monuments historiques, des sites paysagers, un géosite national depuis peu d'années, c'est pas connu, mais c'est un géosite national, c'est-à-dire sur le plan géologique, c'est très important, des zones nationales et d'intérêt pour la faune et la flore, et enfin c'est le patrimoine mondial de l'humanité avec les sources du canal du Midi, mais c'est aussi le grand site Occitanie, aux sources du canal du Midi, aux sources du savoir, et enfin il y a plusieurs zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, une ZPPAUP qui a permis de mieux connaître un petit peu l'urbanisme, l'architecture et le patrimoine de cette ville de Sorèze. Et enfin, il y a beaucoup d'immeubles protégés qui sont classés dans le système agricole. Alors ici, je vous ai mis quelques petits logos avec des petites flèches qui vous montrent qu'il y a plein de sites. Tout n'est pas marqué, il y en aurait plein à la carte, mais pour vous montrer l'intérêt de notre région. Qui dit patrimoine exceptionnel, dit protection, dit valorisation. Et la valorisation est faite par des associations, par la municipalité, et c'est aussi des sentiers de randonnée qui vont permettre que les chemins parlent au travers de panneaux didactiques. Donc de nombreux sites ici sont marqués par des panneaux qui permettent un petit peu aux gens qui se promènent d'en savoir un peu plus et le soir de s'endormir un peu plus intelligent que le matin en quelque sorte. Ces projets de valorisation et de protection, on l'a fait évidemment sur ce fameux site de Saint-Jean de Bezaucelles, qui se trouve, le nom est vraiment très clair, très net, qui se trouve sur le mont Capel, le mont de la Chapelle. Vous le voyez bien, d'accord, parce que moi je le regarde en bas, vous le regardez en bas, parce que c'est la même image. Donc Saint-Jean, c'est là, un peu perdu dans la montagne, et il y a évidemment, on peut s'en approcher en voiture, grâce à la route départementale 45, on y est à 5 minutes lorsqu'on laisse les voitures au bord de la route, mais à l'époque, il y a très longtemps, il y a plusieurs siècles, il y avait un vieux chemin caladé, que l'on peut encore parcourir, d'ailleurs je pense qu'il y a un sentier de randonnée qui passe, qui est de très belle qualité, qui est encore très bien conservé, qui à une époque a failli être détruit en partie par l'ONF, mais heureusement on est intervenu au bon moment. Donc ce chemin caladé menait certainement, même sûrement, à cette chapelle et partait en direction d'Arfon pour passer le versant, pour aller vers le versant méditerranéen de la montagne Noire. Le chemin caladé, loin. Vous avez vu, il n'est pas trop mal. Bon, on ne peut pas y passer avec des voitures, on ne peut pas, heureusement. En vélo non plus, pas trop, parce que quand même les pierres sont un peu décalées les unes aux autres. Donc c'est un chemin qui est particulièrement intéressant à suivre. Et vous le verrez tout à l'heure, je vais le développer. On est peut-être sur un des chemins secondaires, pour pas dire tertiaire, parce que c'est quand même un petit chemin qui va vers à fond, sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, qui rejoint dans le chemin d'Arles qui passe par Sorèze, nous le savons. Il y a un chemin d'Arles qui passe entre Dournes et Revel, qui vient d'Arles et qui va à Saint-Jacques de Compostelle. On en reparlera tout à l'heure. Il y a des documents qui montrent bien que ce mont Capel existe depuis longtemps. On le trouve dans les vieux documents, et il en est de même pour cette chapelle qui est connue depuis longtemps. Alors, le site, l'emplacement de cette chapelle de Saint-Jean est dans un endroit, on dirait, un endroit où il n'y a rien. Une chapelle bâtie ex nihilo, comme on dit en latin, sur rien, voilà, on sent que c'est un grand vide.
Elle se trouve actuellement au milieu d'un grand champ avec des sapins tout autour. Et à côté, il y a la métairie de Saint-Jean. C'est le point numéro 2. Et numéro 3, le chemin de Montcapel, qui passe à très très près de cette chapelle. Et enfin, la route départementale 45, qui est au point numéro 4. Vue d'avion, vous avez vu, complètement isolé. Évidemment, la chapelle, on n'a que les vestiges, le bas des murs. Et évidemment, nous avons, ça avait déjà été commencé dans les années 40, des petits travaux de réhabilitation un petit peu, qui avaient été faits rapidement, mais qui avaient été de grand intérêt. Et nous y sommes revenus en 2006 à 2009. Donc sur ce site, le tourisme culturel est développé. C'est-à-dire que nous amenons beaucoup de gens, on fait des visites guidées, il y a des panneaux didactiques, et il y a pas mal de gens qui aiment venir ici, tout simplement parce qu'il y a cette chapelle, dont je vous l'ai dit, qui est une chapelle pré-romane, qui est datée du 9e et 10e siècle, et qui est un lieu de culte donc assez ancien. Il y a un cimetière à proximité, il faut le deviner un petit peu, mais on aura relevé quand même les murs, et un être vieux de plus de 450 ans, avec ce chemin caladé que je vous ai parlé. Voilà le site. Vous voyez que c'est le site avant les travaux, on va dire. C'est une sorte de tertre, de mode tumulaire. On avait bien compris que dessous il y avait quelque chose, et de ce qu'on a bien fait de le penser, puisqu'évidemment, on a trouvé les fondations d'une très belle chapelle. Donc voici une autre vue. On devine donc la chapelle qui là est par contre bien ressortie, avec le hêtre qui est sans plume, sans feuilles, disons, où on voit son squelette, le terme n'est pas très joli, mais voilà, on voit tout à fait cet être qui se développe, qui est sur le côté gauche de la photo. Alors, Saint-Jean-de-Bezoncel, on regarde bien l'abbaye, qui est pas très loin, qui est à Sorèze. Sur Saint-Jean, il y a la chapelle, l'église, le cimetière, et autour, il y a des granges monastiques. Alors ça change le mot ex nihilo sur rien. On n'est pas sur rien. Cette chapelle a été faite à un endroit où tout autour, à quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres, se trouvent des granges. Il y en a plusieurs granges. La grange haute, grange basse, le grange vieille, grange jeune, je ne sais plus en fait, le grange jeune, je crois que ça existe, enfin, il en existe 6 ou 7. Et lorsqu'on sait que dans ces granges-là, il y a, disons, 4 ou 5 siècles, ou un peu plus, ils pouvaient vivre 20 à 30 personnes, parce que souvent c'est des granges monastiques qui dépendaient donc de la ville de Sorèze. On peut estimer qu'il y avait une population tout autour de cette chapelle de 200-300 âmes. Donc, ça, on comprend pourquoi il y avait la chapelle et pourquoi il y avait ce cimetière à côté. Mais comme je vous le dirai tout à l'heure, le cimetière dépendait aussi du village de Beaufort. Et ce domaine, les granges monastiques, on le retrouve dans les textes sous le nom de Prat-Viels, les vieux prés, qui montrent donc l'ancienneté du site. Ici, on a une carte de possession de 1255, je n'ai pas la mémoire de toutes les dates, 1255 qui sont les possessions de l'abbaye l'école de Sorèze, parmi lesquelles, évidemment, se retrouvent les granges et le site de Saint-Jean. Beaucoup de cartes en font mention, beaucoup de textes dans les archives, on trouve beaucoup de mentions de ce site. Alors évidemment, on trouve des dessins qui sont vraiment un peu fantasmagoriques, où on a l'impression de voir un petit peu l'île de la Cité à Paris, en haut et à gauche, vous voyez, donc c'est tout à fait, c'est pas la vérité. Par contre, vous avez au centre le petit dessin en bleu qui montre bien l'urbanisme, on va dire ça, l'urbanisme comme ça du cimetière, du mur du cimetière et de la chapelle que nous avons d'ailleurs retrouvé grâce aux fouilles, parce que ce mur du cimetière était complètement enterré et on ne savait plus trop où il était. Alors maintenant, la toponymie est-elle évocatrice? Saint-Jean de Bezoncel. Saint James, ça fait un peu anglo-saxon, mais on n'y est pas du tout. Le Saint-Jean, c'est le Jacques en occitan. Donc il s'agit d'un Saint-Jacques. Ce n'est pas un James anglais. Et that is not the question. On est bien d'accord, c'est occitan. Donc nous sommes sur un site appelé d'Aiguillé à Saint-Jean. Alors de Bezoncel ou pas? That is notre question. Qu'est-ce que vient faire ce Bezoncel ici? Alors le Bezoncel, on trouve beaucoup de personnes très importantes sur Carcassonne, c'est ça, Montaulieu, qui s'appelle Bezoncel, des grands bourgeois, des notaires, il y a même l'évêque de Bezoncel qui sera évêque de Carcassonne. Donc, Saint-Jean de Bezoncel, on peut penser que le de Bezoncel a été rajouté postérieurement
et qu'il y avait donc une propriété foncière de la famille des de Beausossel de la région de Carcassonne, pour le dire comme ça. Je n'ai pas tellement fouillé sur le plan historique, par manque de temps, et donc j'avais d'autres choses à faire, mais ça serait intéressant quand même d'essayer de retrouver pourquoi ce site s'appelle de Beausossel. Et le être ou ne pas être, on dit en public, alors je continue dans l'anglais, je m'amuse, on s'amuse un petit peu. Eh bien, ce être, le Fagus sylvatica, comme on le dit, c'est un Fagus sylvatica qui a été écrit par Linné. Pourquoi est-il dans ce cimetière? Ben, on suppose que ce être a été conservé, sauvegardé par les gens qui s'occupaient des forêts, parce que vous savez que au bout d'un certain nombre de décennies, les êtres étaient coupés. Ça servait, hein, c'était une certaine rentabilité au niveau de la montagne, mais celui-là, on ne l'a pas coupé. Tout simplement parce qu'il était peut-être dans un cimetière, un, deux, parce qu'il avait une forme un peu particulière, parce qu'habituellement, un être, lorsque ça pousse, c'est tout droit, très rectiligne, ça monte très haut, les frondaisons peuvent être très hautes, et vous allez voir celui-là, il est vraiment un peu en forme de champignon, un petit peu, avec des arbalétriers, à 5-6 arbalétriers qui partent pratiquement à l'horizontale, et on pense que ce être, en vérité, au départ, a peut-être été, alors ça, on n'est pas sûr, c'est une hypothèse, a été peut-être, quand il était très jeune, brouté peut-être par des moutons, des choses comme ça, et qu'en vérité, il y a 2 ou 3 jetons qui ont poussé, il y a une coalescence qui a été faite, et c'est pour ça qu'il a une forme un peu colossale. Alors quand je mets le mot colossal, c'est parce qu'on l'appelle aussi, ce arbre-là, le colosse de la montagne. Alors s'il est dans ce cimetière, eh bien c'est bien, on l'a gardé, c'est un peu le gardien des morts, et vous allez voir qu'après, il y a des choses qui se sont rajoutées, là-dessus, des compléments de religiosité, on va dire comme ça, ou de rites très particuliers. Alors, Saint-James de Beausossel, Saint-Jacques de Beausossel, certainement, sur la voie d'Arles, cette voie caladée, la route de chemin caladé que je vous ai monté tout à l'heure, devait être une voie qui devait rejoindre Sorèze. Donc, et on sait que Sorèze, donc côté en allant vers Puy vers Sorèze, on avait la voie d'Arles qui passait là. La voie d'Arles, elle ne passe pas le long de la côte des côtes méditerranéennes, non, pas du tout. Elle passe par Pédarieux, Saint-Pons, elle vient ici, elle va sur Toulouse, et après, évidemment, elle part en direction des Pyrénées pour revenir à Saint-Jacques de Compostelle. Et Saint-Jacques de Beausossel était donc une petite annexe qui devait drainer les pèlerins qui venaient du centre de la montagne noire, peut-être des Cévennes dans l'arrière-pays, là il est plutôt sur Saint-Pons, mais on est presque certain que Sainte-Chapelle était, si elle est dédiée à Saint-Jacques, Saint-James, c'est une raison très particulière. Là je vous mets un petit peu la voie d'Arles, les étapes qu'il y a, et nous sommes donc dans la 18e étape entre Tourgne et Revel, qui fait 18 km. Et d'ailleurs, nous avions eu, en 2010, lors du festival Europa Compostela, nous avions fait un truc super sympathique, où nous étions retrouvés 50 ou 60 personnes, évidemment, un peu habillés avec des chevaux, des gens qui s'étaient habillés un peu façon Moyen-Âge, avec des coquilles de Saint-Jacques qui étaient pendues autour du cou. Nous avions refait donc ce chemin, cette étape entre Dourny et Revel, et ça s'était fini donc sous le beffroi à Revel. Vous avez ici quelques photos. Alors, on a fait une étude assez poussée quand même, c'est-à-dire on a été bien guidé en tout cas par la documentation, parce qu'on a vu sur le site, par les fouilles qu'on y a faites, hein, et avec Anne-Fédric qui est ici, on a fait une petite plaquette, une petite monographie, qui s'appelle, je ne sais pas bien, la chapelle pré-romane de Saint-Jean de Beausossel, où évidemment on parle de là. Voilà ce que ça donne ces fouilles-là, cette topographie. Ça donne donc, vous l'avez bien compris, en bas à gauche vous avez la chapelle, qui a vraiment une typologie très pré-romane, avec ce chevet plat, l'arc triomphal, l'entrée latérale. Alors il y a une entrée d'un côté, l'entrée des vivants, on peut dire, et de l'autre côté, une autre entrée qui serait plutôt une sortie, qui peut être la sortie des morts, mais la sortie des morts, ça ne se dit pas. Et une fois, j'avais amené M. le curé de Revel, les gens de l'église de Revel, on a été allé visiter ce site, et donc, dans le guidage, j'avais dit ça, d'un côté, la porte des vivants, et de l'autre côté, la porte des morts, et le curé m'avait repris, il m'a dit, non, c'est la porte de la seconde vie, c'est la porte qui est donnée dans le cimetière. Voilà, les corps dans la seconde vie. Et le cimetière, vous avez l'enceinte qui est tout autour, qui est parfaitement bien située. Vision en 3D de ce que pouvait être, parce qu'évidemment ce qu'on voit, c'est uniquement des pierres au ras du sol pour la chapelle. Donc on a fait une restitution avec un clocher-mur qui devait être assez important,
un toit fait en architecture bois, avec certainement des lauses dessus. Peut-être les tuiles, parce qu'on a trouvé aussi de la tuile, ça on ne sait pas trop. Et les corps qui étaient donc dans cet espace, dans cette enceinte. Évidemment, on ne voit rien, hein, actuellement, on ne voit pas les emplacements, mais on sait que lorsqu'on marche à cet endroit-là, c'est un endroit lieu sacré, donc c'est un cimetière, avec ce fameux être qui est situé vraiment en bordure du cimetière, en bordure est, comme il est marqué sur ce dessin. Alors, cimetière, on est sûr que c'est un cimetière, parce qu'il y a quelques petites fouilles, il y a quelques corps qui sont sortis de là, y compris de l'intérieur de la chapelle, où certainement dans la chapelle il y avait des gens clairs ou laïcs, on ne sait pas, en tout cas des gens de rang social élevé. On avait trouvé plusieurs corps, et on trouve notamment dans les registres de Durfort des papiers qui concernent le décès. Alors j'en ai pris un, évidemment, je l'ai choisi un petit peu, il s'appelait Pierre Calvé, donc peut-être un arrière-tonton qui est dans ce cimetière. Les fouilles ont donné quand même du mobilier, on appelle ça comme ça, du mobilier archéologique assez intéressant, à savoir des chapelets en jaillet, en nacre, des anneaux de bagues, des petits clochetons, quelques pièces, et on a trouvé aussi des aiguilles, plein d'aiguilles, ce qui veut dire que, pas des clous, des aiguilles, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de corps, en tout cas pour les corps qui étaient à l'intérieur de la chapelle, ils étaient uniquement dans un linceul, ils n'étaient pas dans des caisses en bois. Et ensuite, vous voyez le petit triangle rouge en bas à droite, qui figure la base du mur clocher. Là, on a trouvé des sépultures d'enfants qui étaient c'est vraiment un nouveau-né, ou même peut-être un fœtus, un accouchement prématuré, et qui se trouvait avec une petite tuile tout petit, regardez, ça fait 30-40 cm à peine. Et donc on est là dans le cas parce qu'on trouve ça dans pas mal de cimetières où les enfants sont mis dans des emplacements très particuliers. C'est vrai qu'à l'époque, notamment de la religion catholique, mais aussi dans l'Antiquité chez les Grecs, les Romains et dans la civilisation carthaginoise, avec les fameux tophées, lorsqu'un enfant n'était pas baptisé, pas pour les Carthaginois, parce qu'il ne s'agissait pas de baptême, mais lorsque l'enfant n'était pas baptisé, ben, il ne pouvait pas aller au paradis. Il allait, soi-disant, en enfer. On sait qu'il y a eu des conciles de Vatican, comment on peut arranger ça. Les enfants qui n'étaient pas baptisés partaient dans les limbes. On les appelait les aorois, pour éviter donc les tourments qu'ils pouvaient subir par la suite. On savait qu'ils partaient dans les limbes. On peut penser que là, une maman ou une famille a déposé son enfant donc, sur la base du mur clocher de cette chapelle Saint-Jean de Bouzoucel. Il doit y en avoir d'autres. On n'a pas fouillé, on n'était pas pour fouiller. En 2006, nous avons lancé donc ces opérations. Dieu sait qu'il a fallu bouger des mètres cubes et des mètres cubes de terre. On s'est fait quand même par des pelles mécaniques, et quand on savait qu'il n'y avait pas de risque, il a fallu enlever, je sais que vous êtes tous des amoureux des arbres, mais je baisse la tête, j'ai honte, il a fallu bien qu'on déracine quelques arbres qui esquintaient fortement les murs. Donc ils ont été enlevés, et donc on s'est occupé aussi du hêtre, le hêtre qu'on a protégé. Donc du travail a été fait au niveau de plusieurs associatifs, le concours de la municipalité, monsieur le maire était là, monsieur Lamy, il y avait un février, Jean-Marie Bourret, excusez-moi pour ce que je dis. On a travaillé dans des conditions absolument conviviales, amicales, comme on dit. On s'est fait plaisir, mais on a suivi la chemise, sur la chemise. C'est-à-dire que quand il faisait chaud, en plus de travail, c'était assez dur. On avait l'eau, on allait chercher un tout petit ruisseau qui n'avait pas beaucoup de débit. Ça se passait pratiquement dans la petite casserole qu'on mettait dans le jerrycan de la livre, pour faire fonctionner une bétonneuse, elle-même alimentée par un groupe électrogène, pour faire de la chaux et pour remonter le mur, pour fixer tout ça. Vous voyez en bas à droite dans quel état se trouvait l'hôtel, et vous allez voir après ce qu'on a fait de ces vestiges. Donc par exemple là, c'est le dégagement du chevet. Sur le chevet que vous avez, c'est-à-dire là aussi que vous avez les bandes rouges et blanches, à l'époque il y avait trois ou quatre petits arbres, ils ont été enlevés. On ne voyait pratiquement pas le mur, on l'a dégagé. Doucement, on a sorti le squelette en quelque sorte, le squelette de ce mur, et ensuite on l'a réhabilité, montrant ainsi qu'on avait un chevet plat, démontrant que cette typologie était bien pré-romaine. Voilà l'hôtel, hameau, avant,
enfin, ça avait commencé à être dégagé, et remis en place après, en bas, au point final, l'hôtel, avec les montants au milieu, vous avez vu, de l'arc triomphal. Et ensuite, il y a eu les coupes qui ont été faites, donc pour essayer de comprendre un petit peu comment on avait construit tout ça. En bas à droite, je vous ai mis une église catalane qui se retrouve en Espagne, en Catalogne. Il y en a beaucoup comme ça, elle ressemble beaucoup au plan de notre chapelle de Saint-Jean de Bruxelles. C'est vraiment très romain, 11e siècle. 11e siècle, je rappelle, c'est vraiment le début des pèlerinages à Saint-Jacques de Compostelle. On pense que Saint-Jacques de Compostelle, ça commence vers 1030. Et là, on est dans les coupes. Évidemment, il y a eu une étude des murs avec des relevés orthophotos. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces murs, on a retrouvé des opus, alors bleu ou poisson, à vous de choisir. Vous disiez, qu'est-ce qu'il raconte là, qu'est-ce que c'est bizarre? Eh bien oui, bleu ou poisson, c'est l'opus putatum, c'est la forme des pierres en épi de blé ou en arête de poisson, ou pescus, opus. Alors là, je ne sais pas comment on l'appelle, excusez-moi pour les latinistes ici, qui vont voir que je n'ai pas la bonne prononciation. Nous avons donc un opus putatum, un opus pescus. Et alors, au départ, beaucoup de gens ont pensé que c'était des Visigoths. Non, ça n'a rien à voir. Au Moyen-Âge, on se servait de ce genre d'opus, de construction. On faisait ça tout simplement parce que c'est un élément rigidificateur des murs. On le trouve notamment à Chapelle Saint-Jean, mais sur d'autres sites de la montagne, par exemple sur les castras de la montagne. On retrouve ce système dans le centre des murs. Et surtout, lorsqu'on a des pierres qui sont assez parallélépipédiques, ça je ferai la dire, qui ne sont pas très épaisses, et donc en faisant ça, c'est un peu comme si on mettait une poutre IPN, si vous voulez, au milieu du mur pour le tenir. Alors maintenant, je ne pouvais pas passer sous silence, vous étiez venu pour le chêne, je sais que ça a été présenté comme ça, mais franchement, je ne pouvais pas passer sous silence là. Il fallait démontrer les crèmes de ce colosse de la montagne noire. Et le colosse de la montagne noire, bien sûr, c'est ce temps être. Alors c'est un vieux colosse, mais fragile, puisque dès l'an 2000, il y avait une étude qui avait été faite par des gens qui étaient spécialistes des arbres, puisqu'il était malade, dans une charpentière qui était en très très mauvais état. Alors je vous avais préparé un texte, mais comme je n'ai pas la version, il n'aurait fallu que je lise ici. Mais disons qu'il y a eu une étude, vous pouvez lire en partie, je crois que ça se lit à peu près, qui montre que le être est un symbole de patience et d'ambition dominatrice. Ah, domine, là, ce fameux être. Et cet être est vraiment très très imposant, puisqu'il mesure, alors là, si j'avais les chiffres, mais je ne vais pas. Alors, je sais qu'il a environ 6 mètres de diamètre. Laetitia, tu me reprends pour me dire si je me trompe sur un truc. Il a 6 mètres de diamètre, le tronc. L'envergure de la frondaison, c'est environ 90 mètres de diamètre. Vous avez vu, c'est pareil. Et la hauteur, je crois, c'est une sorte de 20-30 mètres. Laetitia, c'est ça? Vous allez voir tout à l'heure pourquoi je m'adresse à Laetitia. Vous la connaissez certainement, Laetitia, on va la présenter tout à l'heure. Donc voilà, ce être a eu une grosse étude et il y a eu notamment M. Berger qui s'était particulièrement occupé de l'aide de la municipalité, qui s'était beaucoup investi pour passer de la bouillie bordelaise dans les plaies de l'arbre. Et quand il y a du vent d'autant, il y a une charpentière qui a une crevasse, et vous voyez que vous voyez à travers la grasse charpentière, et lorsqu'il y a du vent, ça bouge, ça fait tac, tac, tac. Et on a mis, vous allez le voir en plein sur des photos, on a remis des cannes, comme pour un vieillard, hein, quand on commence à vieillir, comme on ne peut pas bien marcher, on met des cannes en fer. Donc tout ça, ça a été pris en charge par la municipalité. Il y a eu un bel investissement qui a été fait, mais cet arbre est toujours vivant, est toujours là. Et je sais que c'est important pour nous tous, pour la ville et pour le patrimoine de la montagne. Alors là, bon, je passe. Voilà, c'est les niveaux des plaies. Comment il faut le soigner, tout ça, ça a été bien écrit. Donc Anne, tu te reconnais? Nous sommes en 2005. Si tu regardes bien, tu t'en rappelles, derrière, il n'y a rien qui est fait. Nous y étions allés et nous avions dit, on va essayer de faire quelque chose. Et on l'a fait. Puisqu'en 2007, alors entre 2005 et 2007, vous avez vu, il a pris des feuilles, non, et il prend des feuilles chaque année. Donc c'est vrai, ça fait drôle un petit peu. 2005, il n'y a pas de feuilles, 2007, il y en a. Non, la différence, elle n'est pas là, elle est surtout dans l'arrière-photo. Lorsque vous regardez, vous voyez que là, ben, la chapelle, elle est complètement sortie de la terre. Et on a mis une protection tout autour, un grillage avec des poteaux
Et ça suit absolument le tracé du mur du cimetière, pour essayer d'éviter que les gens aillent piétiner, parce que les gens de l'ONF nous avaient dit que piétinement c'est pas bon. Et ensuite il y a des gens qui grimpaient sur les branches, il y a même certains armés de petits couteaux qui faisaient, qui mettaient Marie je t'aime, ou des trucs comme ça. Vous savez, le cœur avec la petite flèche, on l'a fait sur les époques, pas sur les arbres. Peut-être aussi. Ouais. Et cet arbre, qu'est-ce qu'il est beau? Qu'est-ce qu'il est beau? Regardez-le. Regardez-le. Il est tellement beau que ça frappait l'imagination des gens. Donc déjà, il y a le cimetière perdu là-haut. Et il y a un monsieur qui en 1812, je crois que c'est ça, je l'avais marqué, en 1812 a écrit un livre qui parlait en âge de statistique et qui s'appelle Valois, qui parle un petit peu des folklores, de l'ethnologie du Tarn, de la montagne noire, et qui parle donc de ce site de Saint-Jean de Beausoleil. Il dit que chaque année, pour la Saint-Jacques, je crois que la Saint-Jacques c'est le mois de mai, il y a le Jacques là, mois de mai, juillet, non, août, c'est août. Bon, enfin, vous regarderez pour le calendrier, c'est l'été. Et bien chaque année, il s'en passait des drôles. Il s'en passait des drôles. Bien qu'il y ait le cimetière, toute la jeunesse montait là-haut. Au son, alors ils disent au son des cornemuses, c'est pas les cornemuses, c'est les bodegas. Les bodegas de la montagne. Donc il y avait plein de fêtes, on y passait un bon moment, on allait faire des bons repas, peut-être on buvait bien. Oui, c'était pas des bacchanales, donc de ne pas être très loin d'après le texte en tout cas. Et puis les gens, les jeunes, ben, c'est des jeunes, hein. Bon, ça devait, bon, les parents n'étaient peut-être pas là, il se devait se passer des choses. Ça on ne sait pas, c'est pas écrit, c'est moi. Mais on a l'esprit à 72 ans, hein. Bon. Et les gens redescendaient à Sorèze, ils finissaient la fête à Sorèze. Voilà. Et ça c'était pratiquement chaque année, pour montrer que quand même, les gens aimaient bien cet être et c'était un lieu de bonheur. Mais il y avait aussi des rites païens et toniens, vous savez, les divinités souterraines, les rites toniens, bizarres. Alors, peu de paganisme, d'animisme. On pense qu'autour de cet arbre, il y avait un culte de la fécondité. C'est le culte de la fécondité, c'était bon, on est outil. Mais on sait que, par exemple, autour de cet arbre, les femmes enceintes, je le profite, je ne vais pas forcer, se rapprocher de l'arbre, se frotter le ventre à l'arbre, et là, tranquille, l'enfant ne pouvait qu'arriver à terme, en plus, il n'aurait pas de maladie, et il aurait une vie fantastique. Un porte-bonheur cet arbre. Et après, il y avait le problème des couples. Des couples qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Ils n'arrivent pas. Et on sait que, je ne le répétais pas, moi j'en ai essayé, je vous l'assure, que si, le soir, personne ne peut, on prenait sa petite copine et on allait faire ce qu'il fallait sous l'arbre, à tous les coups, elle était enceinte. Il a pu s'en passer. Donc il reviendrait, vous le regarderez plus pareil, c'est pas bon. Mais faites pas de bêtises. Et enfin, il manquait quelque chose. Qui c'est qui manque, Laetitia? Il te manque à toi. Il manque la bonne fée. Et ça, c'est le top. C'est vrai que c'est le top, Laetitia. Parce qu'un jour, Laetitia a pris le téléphone. Elle a dit qu'il y a un vieux rigolo, là, d'une association qui s'occupe de trucs, qui a fait un livre avec Anne-Fédric. Et cet arbre, elle adorait cet arbre. Parce qu'en plus, elle a, dans son ascendance, des gens qui ont vécu à Saint-Jean. Et puis, c'est une amoureuse de la nature. Elle en parle comme personne. Elle en parle comme personne. Cet arbre, elle l'adore. Et elle me téléphone, elle me dit, voilà, il y a un concours qui va se passer sur les arbres, j'ai envie de le faire, nanana. Enfin, voilà. Et puis je dis, voilà, allez-y, foncez. Alors le concours, c'était que cet arbre devienne le plus bel arbre d'Occitanie au départ. On est en 2011, 19, oui c'est ça, je l'ai marqué après. En 2019. Et cette fée, d'un petit coup de baguette magique, va lancer ce truc-là, et on va l'aider, tout le secteur association, les mairies, les réseaux sociaux, et allez, ça marche à fond. Il est devenu le plus bel arbre d'Occitanie. La baguette magique, Laetitia, a marché. Mais on voyait que tu ne la ferais marcher qu'une fois. Je dis, bah, quand tu vas le faire marcher 2 fois, cette baguette magique.
elle l'a fait marcher une seconde fois, parce qu'une fois qu'il a été grand arbre d'Occitanie, il a concouru à être le plus bel arbre de France. Depuis le 11. 19, oh, je suis pas... J'adore l'histoire, je ne suis pas complètement avec les dates. 1515, ça marche, mais 2019, bon. Alors en 2019, on se lance dans le truc du plus bel arbre de France. Et là, il y avait 15 arbres. Il y avait cette fameuse chaîne de Tom Bebeuf. Tu sais qu'il nous a fait passer des nuits horribles, parce que chaque fois, il y avait plein de gens qui votaient pour Tom Bebeuf, c'est du côté de Bordeaux. Il y avait même celui de la Guyane ou de la Réunion. Ils ont même... je ne sais pas, il faut le dire, c'est vrai, ils vont dire que ils avaient magouillé un peu. Et nous, c'est bon, on ne tient pas, alors allez, on y mettait le paquet pour que notre Saint-Jean soit au 1er mai, c'était difficile. Alors évidemment, affreux. Alors on lançait des messages. Donc fin année 2019, c'est fin 2019, c'est bien ça, hein, tu me reprends. Alors attends. Hein? C'est ça, c'est bon. Hein? Alors, il y a de la pub qui se fait, évidemment. Alors, nous, pour essayer de motiver les gens, on envoie des mails en tenant ça. Tu te rappelles, les graphiques, il y avait même Bayot qui me disait arrête de nous envoyer des mails. J'étais tellement motivé avec Laetitia motivé comment? Voilà, alors, voilà, alors là, on dit, oh, les tempêtes, allez vite, il faut lancer un truc. Alors, c'est des petits messages, attention, Tom Bebeuf à l'offensive, au combat, le combat fait rage. Enfin, voilà, on était dans une dynamique un peu de jeunes collégiens, plutôt comme ça. Et on a essayé de monter des petits trucs médiatiques. Alors là, c'est quand même fou, parce que le truc associatif, qu'est-ce que c'est grisant? Un jour, il y a Jean-Marie Morin qui me téléphone, il me dit, Jean-Paul, ça devait être un samedi, je crois, ou un vendredi, il me dit, tu sais, ce qui marche bien maintenant, c'est les flash mobs. C'est les flash mobs. On a ce truc, déjà arrive à un moment, là on n'arrive pas la musique, mais les gens se réunissent, là, et puis on fait un truc. Je dis, ok, le vendredi, mais c'est vrai, je vous assure, ça s'est passé en 48 heures, on lance le truc sur les réseaux sociaux, pour vous dire que les réseaux sociaux marchent. Le lundi, on lance ça, et alors il y a plein de gens qui moi je n'étais pas au courant, qui avaient sorti des drapeaux. Quand je suis arrivé là-bas, il y avait les barrières, il y avait les gardes municipaux, tout était balisé, vous aussi retrouvé, je ne sais pas, 200, 300. Et là, les drapeaux, alors on a fait un petit pastiche du Boescaf, le seigneur de Roquefort, parce que la seigneurie de Roquefort avait aussi marché un petit peu avec ce cimetière et cette chapelle. Donc voilà, on a fait ça, et donc on a fait un truc assez formidable, c'est passé donc sur YouTube, sur la télé, et là on le voyait chaque fois, les statistiques, ça montait. Pareil pour FR3, Laetitia t'as fait 2 ou 3 spots, j'ai pas eu de photo, sinon je t'aurais mis en photo. Moi j'en avais fait un à FR3, et à chaque fois, ça remontait. Et puis bon, c'est un peu grisant, bon, c'est pas qu'on devienne narcissique, ni nombriliste, on se dit, ouh, on va passer devant la caméra, ça va nous faire 200-300 personnes de plus, on va passer devant Tom Bebeuf et devant la Réunion, et c'est impeccable. Et là, sur la FR3, on lui disait, eh oui, parce que le gars de la télévision, il me dit, mais qu'est-ce que c'est ces trucs à me faire là, c'est pas très beau. Et j'ai dit, mais c'est un vieillard, comme un vieillard, il a besoin de calme. Mais il me dit, le cimetière, où il est? Mais oui, j'ai dit, le cimetière, il est dessous. C'est un vrai cimetière, les corps sont dessous. Voilà, il ne croyait pas trop, mais voilà. Toujours est-il que le coup des téléphones, en début d'après-midi, le mercredi 22 janvier, on téléphone à la maison. Qui c'est que j'oublie le film? La fée. Laetitia, qui me dit, ça y est, on est le plus bel arbre de l'année, avec plus de 7500 voix au niveau national. Eh bien ouais, Saint-Jean avait décroché la palme. Et Dieu sait que c'était du bonheur, évidemment, on l'a dit à tout le monde, et vraiment tout le monde en a tiré un très grand honneur que cet arbre soit appelé le plus bel arbre de l'année.
Attendez, j'ai dit quelque chose sur... Ah oui, et puis bon, on était au second coup de baguette magique. Et puis Laetitia a envoyé un troisième coup de baguette magique. C'est-à-dire, une fois que cet arbre a été publié en France, on est parti au concours de l'Europe. Bon, alors là, c'est les pays de l'Est. Bon, en ce moment, on ne va pas parler des pays de l'Est. Bon, l'actualité ne s'y prête pas. Mais la Russie, la Tchécoslovaquie, tout ça, bon, alors là, on n'a pas tenu. On n'a pas tenu. Toujours est-il, on l'a essayé. Mais le troisième coup de baguette magique, bon, il était bon qu'à moitié. Alors tu vas la réastiquer, la baguette, pour qu'elle remarche, je ne sais pas, pour autre chose, pour plus tard. Merci Laetitia, en tout cas. On peut l'applaudir, hein, parce qu'elle est Monsieur le maire, nous sommes la partie. C'est le Covid qui a empêché que ça ait jamais. Merci. Donc, avec feuilles et sans feuilles, longue vie au colosse de la montagne noire. Et là, on arrive à la fin. Non. Vous voyez, Laetitia, ah là là, elle croyait que j'allais annoncer que le Saint-Jean était tombé par terre. Mais non. C'est son ami, son frère, le lettre du plot de Nestor, qui est tombé il y a 7 ans, je pense. C'est plus récent que ça? Il y a 2 ans. Donc voilà la photo, c'était un être qui était superbe aussi, qui était complémentaire à l'autre, c'est pour ça que je dis c'est son ami, son frère. Et c'est le coup de vent qui l'a certainement déraciné. Là, dans ce cas-là, il était certainement sur un socle rocheux, c'est près de Picotalem. Un socle rocheux, les racines n'étaient pas bien accrochées dans le substratome, n'étaient pas descendues en profondeur. Croisons les doigts. Saint-Jean doit avoir des racines profondes. Merci pour votre écoute. Merci. Alors, s'il y a des questions à laquelle je puisse répondre, et si posez-les quand même, si je ne peux pas répondre, je vous le dirai. Allez-y. Voilà. Je n'ai fait que l'effleurer, c'est vrai. Tout le versant nord de la montagne noire, d'Ocpoul à Cabaret-Cabrespine, à chaque débouché de vallée, il y a des défenses militaires médiévales. On est d'ailleurs en train d'étudier, on est en train de relever tout ça, on va bien avancer. Et sur la vallée du Sort, en haut de la vallée du Sort, c'est-à-dire en remontant la vallée de Durfort, il y a un castrum qui s'appelle le castrum de Roquefort. La seigneurie de Roquefort, c'était un seigneur très important, puisque après il avait épousé la dame de l'Aurac, le Laurac qui avait donné le nom au Lauragais.
Il était très riche en plus puisqu'il finançait des trains Cavell à l'époque. Et c'était un lieu cathare où beaucoup de cathares sont venus s'y réfugier. D'ailleurs, à un moment, il y a eu la révolte des femmes contre les inquisiteurs. Alors, il y a eu des fouilles, il y a encore des fouilles qui se font sur Roquefort. Et sur Roquefort, on n'a pas trouvé de lieu de culte et on n'a pas trouvé non plus de cimetière. Et tous les spécialistes, archéologues, spécialistes, non, professionnels, s'accordent à dire que la chapelle et le cimetière de Saint-Jean-de-Bezocel étaient dépendants de ce castrum de Roquefort. Pourtant, il est loin. Mais à l'époque, 4-5 km à pied, c'est terrible. Je prendrai aussi comme exemple les mines médiévales du Calais, qui étaient certainement exploitées par les gens de Berlico, qui étaient de l'autre côté du versant. On peut très bien supposer que tous les matins, ils allaient aux mines et ils revenaient. On avait des niveaux, par exemple dans la vallée, voilà, pour vous dire que les gens pouvaient aller assez loin. Et ensuite, il y avait cette démarche, peut-être lors d'un enterrement, d'aller à l'église, de marcher pendant 5 km. Il y avait un réseau de sociabilité qui se faisait pendant le temps qu'on allait là-bas, même lorsqu'il y avait un enterrement. Donc ça avait une dimension humaine, une dimension pour ressouder un petit peu les choses. J'ai bien répondu? Oui. Tu me dis si ça va pas. Alors des chapelles comme ça, il y en a d'autres. Il y en a une qu'on va fouiller certainement. Il y a un dossier qui est en cours pour l'année prochaine, c'est au-dessus de Saint-Amancet. C'est pas la chapelle, c'est pas l'église de Saint-Amancet, c'est une chapelle qui est au-dessus. Il y a des grottes, d'ailleurs, il y a un cadre très particulier, qui semble avoir cette forme-là. Il y en a une à Cadenac, et il y en a d'autres dans la plaine. Donc ils sont pré-romains. Pré-romains, c'est pareil, c'est 11e. Alors, l'âge possible. C'est difficile, mais on l'estime entre 350 et 400 ans. Voilà. Mais on ne peut pas en savoir plus. Ou alors avec Laetitia, on l'avait dit, un jour, on prend une tronçonneuse et on compte le nombre de cernes. Mais elle n'est pas d'accord. Je crois que là, c'est déjà pas mal. C'est beaucoup. Très bien. Plus de questions? Merci d'être venu. En tout cas, sachez que votre présence, lorsqu'on fait ce genre d'intervention, est toujours très motivante pour nous tous, pour les associations, et nous incite à continuer dans cette voie. Merci à tous.